On peut définir l'industrialisation comme étant le processus d'expropriation de la culture du processus de production socio-économique. C'est assez facile à penser. Industrialiser, c'est extraire le savoir qui circule dans l'économie et le réincorporer à la fois dans des savoirs abstraits confiés aux écoles, dans une organisation du travail confiée à des chefs, et dans des machines. Le fameux théorème du savoir mort, enfin du travail mort incorporé dans les machines. Bien, les machines, l'organisation et les écoles permettent donc que le savoir ne circule plus comme tel dans la production, ou si tu veux, que l'intelligence humaine ne soit plus en cause dans la production. C'est-à-dire qu'on demande à un ouvrier d'effectuer une tâche sans qu'on s'appuie sur Exactement. sa propre expérience. Exactement. Et cette expropriation ira très loin, puisque touchera d'abord les ouvriers simples, puis les ouvriers qualifiés, puis les manœuvres, puis les employés qualifiés. On peut même, d'une certaine manière, dire que le travail des cadres, dans les années 60, 70, est devenu lui-même normalisé, lui-même extirpé de sa propre intelligence. Bien, ça c'est une tendance longue, qui est celle de l'industrialisation du travail, de la machinisation du travail, et d'une certaine façon, on n'en est pas sorti. Cette tendance persévère et s'approfondit. On a cru, par exemple, aussi au prix de certaines modes, ou au prix de la théâtralisation de certaines recherches ou innovations dans l'organisation du travail, on a cru que la taylorisation était morte, l'organisation dite scientifique du travail. Pas du tout, d'une certaine manière, elle n'a fait que s'approfondir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les postes, partout où on pouvait peut-être ne pas l'attendre. Donc ce processus-là est engagé depuis longtemps et c'est, je dirais, dramatiquement approfondi. Un bouquin fabuleux là-dessus, c'est le bouquin de Claude Dejour, La souffrance en France, sur la souffrance au travail aujourd'hui. Bon, dans le même temps, cette taylorisation, cette division dite scientifique du travail, produit des contradictions. Elle produit des contradictions en termes de coûts, en termes de désorganisation, en termes de production d'externalités négatives de toutes sortes. Et donc se joue un processus inverse ou un processus rival qu'on pourrait appeler le processus de tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire un processus d'immatérialisation de la production et d'incorporation massive de la connaissance et de la culture dans le système productif. Ça se joue progressivement dans les années 50, 60, 70, 80. C'est en cours d'expansion infinie, d'une certaine façon, depuis que les technologies que l'on disait nouvelles de l'information et de la communication permettent effectivement la connexion et la mobilisation quasiment infinie de la connaissance et de la culture. Et donc cette tertiarisation de l'économie vient rivaliser avec le processus d'industrialisation du travail, vient le contredire d'une certaine façon, et remet la culture, autrefois extirpée des rapports socio-économiques, au centre des enjeux socio-économiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, les enjeux majeurs de l'accumulation capitaliste se jouent sur la connaissance, sur l'information, sur la formation, sur la transmission et l'interconnexion des centres de production, de recherche et d'information. Et donc, ce qui était massivement mis hors jeu par le processus d'industrialisation devient aujourd'hui dans le jeu, peut-être même le centre du jeu, de la socio-économie. Et c'est pourquoi, et ça c'est quelque chose qu'intellectuellement j'adore explorer, c'est pourquoi je trouve que nous sommes dans une situation prodigieusement ambivalente. Il peut valoir deux choses contradictoirement au même moment. Nous avons toutes les raisons de craindre l'industrialisation des manières de voir, des manières de croire, des manières de penser. Ça, c'est quand, effectivement, la tertiarisation de l'économie se fait sous obédience de l'industrialisation et des propriétaires de cette industrialisation. Et nous avons au même moment toutes les raisons d'espérer, puisque le capitalisme s'aventure jusque dans la culture, puisqu'il produit massivement des manières de voir et de croire, qu'on puisse l'interroger sur ses fondements. Qu'on puisse dire, tant qu'il produisait des billes de chemin de fer et des machines-outils, effectivement, il n'y avait pas trop de questions à lui poser. S'il produit désormais des films,
des manières sensibles de représenter le monde, des manières de voir et de croire, des manières de penser, de réfléchir, d'analyser les choses. Mais donc on peut lui poser des questions sur les tenants et aboutissants de sa décision. D'accord. Un truc qui produit des machines-outils et des rails de chemin de fer, grosso modo, ça n'emporte d'effet que pour les malheureux qui y travaillent. Un truc qui produit des manières de voir et de croire, ça emporte des effets pour tout le monde. Et donc, ça mérite qu'on lui pose des questions démocratiques qu'on n'aurait pas osé poser, ou qu'on n'osait plus poser, à une fabrique de machines-outils ou de rails de production de rails de chemin de fer. D'accord ? Donc c'est ça l'ambivalence. C'est que la question de la démocratie économique, donc la question du pouvoir sur l'économie en français, qui était la clé de voûte de la pensée critique révolutionnaire du 19e, incarnée en définitive dans le mythe communiste, est aujourd'hui une question actuelle. Sans même que l'on ait besoin de communistes pour cela. C'est une question que n'importe qui peut se poser, à la fois pour des raisons naturelles toutes simples, est-ce qu'ils vont nous foutre en l'air notre écosystème, et puis surtout pour des raisons plus complexes et plus intéressantes, c'est est-ce qu'ils vont nous foutre en l'air notre écosystème humain, c'est-à-dire notre humanitude, notre humanité. C'est ça, le relationnel. Oui, exactement. Est-ce que, pour prendre le pire du capitalisme, c'est la production de villes privées, et les villes privées sont en voie de développement, à la fois dans les villes publiques, des rues, des immeubles, enfin bref. Les Belges sont tous frappés parce qu'on ne connaissait pas les sonnettes à Paris. Enfin, je veux dire, on ne sait plus aller chez un copain à Paris. Oui, les codes, il faut avoir son téléphone. À Bruxelles, il n'y a pas une maison qui a ça, donc c'est marrant. À 1h20 de distance, nous, on ne connaît pas les digicodes. Et donc le digicode est une métaphore de privatisation absolue de l'espace public. C'est que donc la frontière, c'est comme il y a un mur de Berlin entre l'intérieur des maisons et la rue. Ici, en Belgique, il n'y a pas encore ça. Bon. Et donc cette métaphore-là, c'est la métaphore de la barbarie absolue, qui est celle de la ville privée. Et on sent par tous les contours du débat social que c'est cela qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'il y a encore le désir de vivre ensemble ?